C'est vraiment un honneur pour nous d'être à Crans-Montana. C'est la deuxième fois que nous sommes ici. Nous pensons qu'on va continuer chaque 2 ans avec nos amis de l'association Biennale Sur Crans-Montana. C'est un projet qui a beaucoup de sites en Internet avec des centaines de milliers de followers. Je vous invite à regarder nos sites parce que je devrais donner de longues explications. Mais nous sommes ici pas pour m'écouter, sinon pour écouter Monsieur le directeur et Katia. Alors, merci à tous pour être ici. Merci François par cette activité si intense, François et Michel. Et Biennale Sur est à votre disposition. C'est un projet complètement ouvert. Nous attendons vos inquiétudes, vos suggestions, et nous sommes ouverts à tous et à tout le monde. Merci. Merci Hannibal. Merci François pour l'invitation et Michel. Oui, Michel. J'ai perdu Michel en vue. C'est toujours difficile avec les masques. Donc nous, on a un grand avantage parce qu'on joue le spectacle. Donc les acteurs ont le droit d'enlever leur masque dans cette société. Michel m'a fait un message il y a quelque temps en me disant que Katia Schenker devait venir ici. Et est-ce que j'étais d'accord de discuter avec elle? Alors j'ai dit tout de suite oui, parce qu'en fait, Katia, je la connais depuis longtemps. J'ai essayé de remonter, là, en préparant un petit mot, une petite discussion. Quand est-ce qu'on s'est vu la première fois? Et sauf erreur, c'est dans les années 90, fin des années 90. Est-ce que tu as retenu la date? J'ai pas retenu la date, mais l'occasion... Et c'était avec notre amie commune Sylvia Bechley, je crois. C'est juste ça que Sylvia Bechley, l'artiste, on s'est vu à Zurich. Enfin, tout ça pour dire, ensuite on a eu l'occasion de travailler, j'ai eu l'occasion de travailler avec Katia, on a travaillé ensemble. On a fait une magnifique pièce sur un projet qui nous a tenu beaucoup à cœur avec mon collègue Olivier Kayser et moi lorsqu'on dirigeait le Centre culturel suisse, qui s'appelait Performance Process. L'idée était de parler du processus de la performance, c'est-à-dire l'idée du work in progress, de l'évolution. Et pour nous, dans ce projet, il était évident que Katia devait faire partie du projet. Parce que le processus, vous le verrez, dans cette présentation, petite présentation de son travail, est très très important. Parfois peut-être même plus que l'œuvre finie, bien qu'on voit l'œuvre finie souvent et pas le processus. Et ça, c'était en 2015, à Paris. Et puis, il y a eu une seconde étape au projet qui s'est tenu au musée Tinguely, avec une suite du projet, et une autre pièce, c'était pas la même, un autre travail, et c'était au musée Tinguely en 2017. C'est juste. On reviendra en cours de présentation sur ces projets-là. Donc, Katia. J'ai quand même pris, il faut que je mette mes lunettes, le temps passe. Alors je précise que Katia est de 1968. Je lui ai demandé si on pouvait le dire, parce que des fois les femmes ne veulent pas qu'on dise l'année de naissance. Pour elle, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même pour situer dans les générations d'artistes. Je crois que c'est toujours important de voir où se trouve un artiste dans des générations, dans l'évolution. Et elle a commencé à présenter des œuvres, surtout à partir de 1999. Où dès 1999, elle a commencé à faire des performances où elle travaillait d'une manière très physique avec des matériaux. C'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, on pourrait l'appeler matériaux performance, ou performance matériaux. Matériaux performance, c'est encore plus beau par rapport à ton travail. C'était une première performance que tu avais faite, c'était dans un lieu important pour Lausanne qui s'appelle Circuit, un espace indépendant qui existe toujours. C'est important, ces espaces indépendants qui amènent les jeunes artistes au début. Et tu avais fait une performance avec des tissus que tu déchirais, des grands tissus que tu déchirais. On ne montrera pas cette performance ce soir, mais vous pouvez voir tout le travail de Katia sur son site internet qui est vraiment très très bien fait. Et on ne va pas montrer tous les travaux parce que sinon ça vous prendra quelques heures. Alors on s'est dit qu'on pourrait faire la performance de voir qui sera le dernier à sortir de la salle, mais on ne va pas le faire ce soir. Enfin, on verra.
Donc, elle a exposé un petit peu partout en Suisse, à travers le monde, avec beaucoup de projets en Chine aussi, à un certain moment. Elle a reçu dernièrement le prix de la Kulturstiftung de Saint-Gall. Elle est dans les followers de l'Institut Suisse de Rome, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà des artistes confirmés et qui peuvent faire une résidence à l'Institut Suisse à Rome. Et là, tu as reçu 3 fois le Swiss Art Award en suivant, 2003, 2004, 2005. Donc c'est les bourses fédérales, on les appelait à l'époque, hein, qui s'étaient données à des jeunes artistes. Et j'ai pas dit par hasard cette date de 1968 au début et 1999 ensuite, parce que le calcul, vous le ferez assez vite, ça fait 31 ans. Et normalement, quand on parle avec des artistes, le début, c'est souvent dès que l'artiste a terminé ses beaux-arts, ou ça fait qu'il ait les premières expos autour de 23, 24, 25 ans, comme ça. Mais chez Katia, il y a quelque chose de particulier, je dirais de atypique aujourd'hui, c'est que Katia n'a pas fait d'école d'art. Elle a tout à fait un autre parcours, puisque tu as fait, donc ça je l'ai vu sur ton site internet, hein, je crois que je ne me trompe pas, donc des études de littérature comparée, d'histoire de l'art et de philosophie à l'université de Zurich et à l'école des hautes études de sciences sociales à Paris. Ce qui fait qu'elle parle un français magnifique. Donc là, je vais venir à la première question tout de suite, parce que qu'est-ce qui t'a amené à aller dans la direction de l'art en tant qu'artiste, alors que tu as fait ce type d'études? Merci beaucoup, bonne soirée. J'étais toujours intéressée par le discours et je dois dire aussi, j'étais l'intellectuelle de la famille. Ma mère, elle est aussi artiste. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'abord mon chemin de faire des études à l'université. Et je regrette pas du tout, parce que je crois que c'est un fond que j'ai, une très bonne base pour après développer mon travail artistique à moi-même. Et je le savais pendant toutes mes études que je vais développer un travail personnel. J'ai commencé à écrire et je suis venue de l'écriture de plus en plus vers l'art plastique. Et j'ai fait ma première exposition en faisant une performance, et j'ai tout de suite su que, voilà, ça c'est le mode d'expression qui me convient, et là je peux vraiment aller plus loin. Donc on a décidé de prendre qu'un seul micro, comme ça on ne se coupe pas la parole. Mais on a le droit de s'arracher le micro, hein, si jamais on se dit on reste dans la performance. Donc des performances, comme je disais, très physiques, où le corps est vraiment très présent, et puis aussi une autre spécificité, comme vous pouvez le voir ici à Cran maintenant, avec la pièce qui se trouve là-haut, dont on parlera, elle nous parlera, donc l'ami de mon ami, qui est une sculpture, mais qui est une sculpture qui a un lien avec la performance. Parce qu'en fait, toutes les sculptures de Katia ont un lien particulier avec la performance à un moment ou à un autre. Alors je suis passé voir cette pièce juste avant de venir ici. J'ai tenté la performance, mais évidemment je ne suis pas assez fort, donc je t'en laisse en parler directement de l'ami de mon ami. Donc pièce réalisée en 2012 pour le parc de la Fontaine de Coire. Ce parc à Coire, c'est un parc baroque, et mon idée de base c'était de mettre une sculpture qui pourrait être une sculpture baroque dans ce parc, donc une sphère, une forme géométrique parfaite qui représente beaucoup de choses, entre autres peut-être le monde ou aussi la lune, comme vous voulez, avec cette couverture en pigment de Perlmutt, Mother of Pearl. Elle a l'air de venir d'ailleurs, donc ça lui donne une sorte de légèreté aussi, mais primaire, elle est lourde. Elle est faite en béton, elle a un diamètre de 1,30 m, et c'est ça qui change un peu d'une sculpture classique, c'est que une fois on la voit, on la considère de loin comme une sculpture, mais
peut-être on a envie de s'approcher, de la toucher, tout ça j'ai déjà expliqué hier, mais vous avez peut-être fait l'expérience vous-même que oui, ça vient à l'esprit que peut-être on peut la bouger. Et on commence seul, ça ne va pas, on a besoin d'une équipe de 5 à 6 personnes pour changer son emplacement, et avec ce changement, on ne change pas seulement la sculpture, mais aussi l'environnement. L'environnement change dépendant de l'emplacement de cette boule. Donc il était évident que je ne pouvais pas la bouger tout seul. Alors, je pense que ça serait très beau de la voir d'ailleurs par une nuit de pleine lune, là j'y pense, comme tu l'as dit maintenant. C'est extrêmement photogénique d'ailleurs comme pièce. J'ai eu droit au soleil. Et quand j'ai demandé en fait à Katia de faire elle un PowerPoint, un choix de travaux librement, puis moi j'allais m'adapter dessus. Je lui ai demandé une légère modification à la fin, c'est tout. Vous verrez, c'est ce qu'on va voir parce qu'on parle d'un artiste, il faut voir les travaux, c'est important. Katia a décidé de faire un choix de travaux, mais pas de manière chronologique. Je pense que c'est important pour toi, le fait de ne pas être chronologique. Oui, j'ai l'impression que mon travail tourne depuis 20 ans maintenant autour des questions qui sont pas toujours les mêmes, évidemment, mais qui ont un noyau qui est très proche à notre existence comme être humain. Ce sont des questions existentielles que je traite, qui m'intéressent. Et la matérialité a une valeur très très importante, mais c'est toujours une autre. Donc je travaille avec des matières très très différentes, et c'est pour ça que j'ai choisi des travaux qui vont bien ensemble pour vous expliquer peut-être un peu plus mon rapprochement vers la matière. Donc on va passer tout de suite à la pièce suivante, on reviendra peut-être à la fin sur la pièce que vous pouvez voir ici. Donc après la boule, la grande boule, on va passer à un grand parallépipède en papier. C'est une pièce qui s'intitule Molle, dans le sens mineur. Donc c'est une pièce que tu as réalisée en 2011 au Kunstverein de Constance, donc au bord du lac de Constance. Et cette pièce est composée d'une grande quantité de papier, et c'est une pièce qui se déploie, ou qui s'est déployée. Je ne sais pas combien de temps elle est restée sous cette forme, comme on voit là, combien de temps les visiteurs ont pu la voir sous cette forme. C'est avant tout une pièce performative. On pourrait voir une très petite vidéo d'1 minute pour vous donner une idée de la performance. Donc pour revenir à ta question, le bloc du début, il a resté un peu plus longtemps qu'on peut s'imaginer parce que le papier est devenu complètement dur. Donc c'est ça qui m'intéressait, j'utilisais 1000 mètres carrés de papier, et le travail préalatoire c'était de faire ce bloc au début, de le comprimer complètement. Et vous avez vu les premiers gestes, c'était vraiment dur d'ouvrir cette forme, et c'est seulement au fur et à mesure, la performance a duré 45 minutes, que le papier est redevenu papier en fait, et avec ses caractéristiques
il est fragile, on peut le déchirer, mais après il est devenu une forme trois-dimensionnelle, donc c'est pas du tout typique pour du papier. Cette performance, tu l'as pas rejouée en Chine? Oui. Les deux images là, on voit, c'est en Chine. Le public ne regarde pas, mais fait des photos. C'est typique. Et oui, c'était en 2013 au Chinchi Lake Art Museum à Suzhou où j'ai eu une exposition personnelle et j'ai fait cette performance le jour du vernissage et le papier, il est resté comme sculpture pendant la durée de l'exposition. Alors, souvent en Suisse, quand on parle performance, on cite aussi une des grandes personnes de la performance qui n'aime pas du tout ce terme. Je parle d'action, qui est Roman Signer, qui fait des performances très courtes. Toi, la grande majorité de tes performances ont toujours une durée. Le temps, la durée, et d'imposer aussi cette durée au public, qui est libre en fait de rester ou pas, est important dans ton travail. Tu peux dire un peu un mot sur ce rapport au temps? Oui, je crois les gestes que je fais, les actions, c'était très vite compris. Donc on regarde et on a compris ce que je vais faire, où je vais aller, peut-être on comprend déjà au début. Mais c'est intéressant de rester avec moi et avec la matière, de rester dans la matière en fait. Peut-être de mieux comprendre comment moi je m'approche. Je gagne une connaissance très profonde avec chaque matière avec laquelle je travaille. Et je vous donne en fait la chance de venir avec moi, de prendre votre temps pour sentir. Je crois le sensible est très très important, d'être vraiment physiquement avec moi dans cette situation avec le matériel. Alors pour moi, le temps a une importance vraiment primordiale avec l'art. On a souvent tendance à passer beaucoup trop vite sur des œuvres dans l'art, parce qu'on se déplace, on aime, on n'aime pas, on regarde. On ne fait jamais ça avec un livre, ou bien on ne le lit plus, ou avec un film, quand on va au cinéma, on prend le temps de le regarder. Avec l'art, il faut aussi prendre ce temps. Et je pense que la performance, c'est vraiment une partie du monde de l'art qui oblige quelque part à prendre le temps, sans quoi on passe à côté, vraiment à côté. Donc c'est vraiment important. On fait un saut maintenant de 10 ans en arrière, on change de matériaux. Après, on avait le béton au début avec la boule, le papier, on va passer à la laine. Le papier, comme tu l'as dit, il y avait quand même une très grande quantité de papier, c'était lourd, c'était physique. Là, on a de la laine pour être légère. Certes, elle est légère, mais en fait, vu la quantité de laine que tu as utilisée pour cette performance, Weiche Knie, donc genou souple en gros, comme traduction, qui a été faite en 2001 à la Kunsthalle de Zurich. C'était une performance aussi très très physique. Alors, je ne l'ai pas vue cette performance, je l'ai vue juste dans les vidéos, je pensais bien que tu nous en parles. Donc peut-être vous connaissez la technique pour faire des pompons, pour les mettre sur des chapeaux. Et j'ai utilisé cette technique, mais je l'ai pris sur mon corps, en fait. Donc j'ai utilisé mes jambes à la place des petits randeaux en carton. Donc j'ai emballé en fait mes jambes avec des kilos de laine. Et j'étais pendant ce temps-là, pendant la préparation et pendant la performance, j'étais immobile dans ce panzer, comme on dit ça en français, une forme très rigide de laine, donc d'une matière qui est normalement soft et smooth et très proche du corps. Et là, le début de la performance, donc j'ai commencé à couper cette rigidité, cette laine, et comme si on faisait un petit pompon, la laine s'est ouverte comme ça et est devenue une sphère aussi, une boule.
vous verrez, la boule ou la forme de la sphère me préoccupe encore plusieurs fois. Donc, mon corps est vraiment ancré dans la matière, dans la laine, toujours, pour finalement la libérer, la boule. Là, elle n'a pas l'air énorme, mais en fait, c'est pas un petit pompon, hein, c'est très grand. Elle dit quelques kilos, c'était 50 kilos hein, de laine hein, qu'elle portait sur les jambes. Donc, c'est aussi une pièce qui était très colorée. Ça va dans le même sens que la première performance dont je parlais à circuit, avec les soies, les tissus de soie que tu déchirais, comme ça, qui est aussi très coloré. Et puis après, de ce choix donc de passer de cette pièce boule, on continue vers une autre pièce qui s'appelle Sauvé, qui a été faite en 2006 à Art Basel. Donc là, tu as fait l'inverse. Au lieu de couper en fait ce qui retenait la boule, tu as cousu ces éléments donc d'une grande toile de parachute, sauf erreur, hein, qui devient un anneau, donc qui restera une sculpture à la fin. J'ai choisi ces trois performances en fait qui sont un peu plus vieilles pour vous montrer comment j'utilise mon corps comme instrument pour créer en fait les objets, les sculptures. Donc le corps est toujours, avec le papier il est dessous ou dessus, mais avec la laine ou ici avec le parachute il est ancré dans la matière, dans l'objet. Et avec mes gestes, en fait, autour de moi, je crée l'objet qui, après, se libère et existe comme objet en lui-même. Et oui, là, j'ai commencé avec un parachute qu'on utilise pour freiner. On l'a dans les jets et on le jette dehors pour freiner. Donc, le trou existe déjà et je suis dans ce parachute en cousant avec la laine rouge et blanc pendant 8 heures, une journée à Art Basel, donc toute la journée je cousus, les gens passaient, repassaient, sont partis, revenus, et pour arriver à finalement un anneau de sauvetage. Donc vous voyez, on partait d'un outil de sauvetage dans l'air pour arriver à un outil de sauvetage dans l'eau, tout en utilisant mon corps comme instrument de fabrication. En fait. Donc là, ça donne cette bouée de sauvetage, cette sculpture où je trouve assez extraordinaire et assez rare en fait dans le monde de la performance, où il y a vraiment une valeur de sculpture. On peut voir cette pièce dans une exposition sans forcément avoir derrière tout ce qui s'est passé. Alors évidemment, après on peut aller chercher, comprendre comment la chose s'est réalisée, mais c'est une très belle pièce sculpturale en fait que tu as là, qui est vraiment superbe. On imagine hein, le fer aussi qui est dedans. De là, on fait un saut de 2006, on va remonter à 2011, donc c'est la même période où tu as fait Molle. Donc en 2011, tu fais une sculpture qui a aussi une partie performative qui s'appelle Rencontre. On retrouve ça, c'est les dessins qui ont à voir avec Molle. Là, on revient à Rencontre, pièce aussi sculpturale que tu performes, que tu as performé à Motier. Bon, là, c'est le moment où j'essaye d'ouvrir en fait cette préoccupation de mon propre corps avec le matériel. Là, je travaille avec le béton et cette question qui se posait déjà avant avec Sauvé sur ce qui est le contenu ou ce qui est le contenant me préoccupe toujours.
Et j'ai travaillé avec un béton liquide que j'ai coulé dans un sac de poubelle que je tenais sur mes jambes, comme ça. Et j'ai attendu 30-40 minutes pour que le béton sèche, avec un accélérateur dedans. Et le béton a pris donc la forme de mon corps. Il est devenu comme une extension de mon propre corps, mais donc qui me soulage. Je peux aussi mettre tout mon poids sur cette forme, comme avec la boule. Mais en plus, cette pièce, cet objet est aussi l'autre. Donc quelque chose qui est en dehors de moi. Le titre le dit, c'est une rencontre avec quelque chose qui est entre une partie de moi-même et quelqu'un d'autre, quelqu'un d'étranger. Quelques autres images, on voit la sculpture. Voilà. Là, c'est l'objet sculpture, tel que les gens pouvaient le voir en allant dans l'exposition d'art en plein air à Motier. Vous savez qu'il se passe chaque 5 ans. Il y en a une cette année d'ailleurs, hein, si vous allez vous promener à Motier. Et puis on la voit dans un musée, sauf erreur après. Voilà. De nouveau, comme pour la bouée et comme pour Sauver, c'est aussi des pièces sculpturales qui ont une forte présence. On va continuer vers une performance de courte durée. Je pense que c'est une des rares performances où le moment de la performance est très bref, magnifique. Par contre, la préparation de l'ensemble a pris pas mal de temps, si je comprends bien. Donc là, c'est Veröffnen au Helmhaus en 2016. Je ne sais pas si tu as une vidéo après. Oui. On va montrer la vidéo, t'en parles après. Alors l'autre est très présente dans cette performance. Elle n'est pas interactive, mais le public ne peut pas faire autrement que faire partie de la performance, parce que les rideaux qui au début étaient tendus dans la salle sont tombés dans le public en fait. Et en fermant, j'ai ouvert de nouveaux espaces. C'est ça qui m'intéressait là. Cette ambivalence entre le fermé et l'ouverture. Les nouveaux espaces qui ont été créés avec ce tissu transparent sont translucents, sont ouverts pour la communication, pour les rencontres. Et comme tu avais dit, j'ai travaillé une semaine donc pour arriver à faire le début, à faire les fils tendus qui ne se touchaient pas et qui étaient suspendus avec des sacs de sable, des contrepoids avec des petits, comment on appelle ça en français, on utilise ça pour la voile, les petits roues. Voilà, ça c'est la technique. C'est intéressant parce que comme dans la plupart des performances qu'on a déjà vues, il n'y a pas de coup d'essai. C'est uniquement, donc elle ne peut pas faire cette performance où en fait elle descend tous les rideaux et puis c'est fait parce que ça se fait, ça passe ou ça passe pas.
Donc je pense qu'il y a quand même toujours un petit moment de stress, quand même, entre la réalisation. Donc là, on était en 2016, on remonte de 2 ans vers une performance que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vésuve, qui a été fait dans un lieu assez extraordinaire à Genève, qui s'appelle Arcop, qui est un espace avec une grande cour, c'est un immeuble avec une grande cour intérieure, donc où les gens peuvent voir depuis le haut. Et là, tu as fait cette performance très physique et sonore aussi. Comme vous savez, le son m'intéresse beaucoup à l'école, pour ceux qui connaissent la ligne de notre école. Donc c'est une performance que tu as faite avec un bloc d'albâtre qui faisait 10 kilos, et tu le fais tourner sur lui-même. Ouais, je le fais tourner autour de moi, on va voir ça aussi dans la vidéo. Un petit moment de suspense, c'est le début, comme vous pouvez vous imaginer, pour l'avoir dans l'air. Mais après, c'est très physique, mais c'est aussi très méditatif, vous verrez ça. Et ce qui m'est arrivé, je ne savais pas du tout, parce que comme Jean-Paul disait, je ne peux pas m'entraîner, ou je ne peux pas faire des tests. C'est un travail intérieur, j'essaye de me préparer pour cette idée qui est dans ma tête. Et évidemment, je fais, comme j'ai dit, j'ai vraiment une connaissance profonde de la matière avec qui je travaille, donc je sais un peu comment ça réagit, mais je ne peux pas tout savoir. Et j'ai dit aux organisateurs que la performance va durer peut-être 5 minutes. Et en faisant, après 5 minutes, j'ai vu que oui, ça va, je continue. Et j'ai fait 30 minutes. Et les forces ont complètement, se sont, comme on dit, tournées. Donc au début, c'est moi qui a lancé quelque chose, qui a lancé une action. Et à la fin, c'est la pierre, en fait, qui m'a mis au centre et qui m'a contrôlé. Vous allez voir ça. C'est une performance magnifique. J'y étais pas, j'aurais vraiment aimé y être. Donc je pense qu'il faut que tu la rejoues, parce qu'en fait, rejouer, ça c'est un terme qui vient souvent dans la performance. C'est un peu l'idée, une performance est unique. Pas forcément. D'ailleurs, la plupart des performances, beaucoup de performances chez Katia, mais chez beaucoup d'autres artistes, se rejouent presque comme des pièces, hein, qui ont en fait une écriture. Et je pense que tu pourrais rejouer. Il faudra une fois que je t'invite pour refaire cette pièce. Ça serait vraiment magnifique. C'est une pièce extraordinaire. Pour moi, elle m'a fait aussi un petit écho à un autre travail d'un autre artiste. Ça m'est venu aujourd'hui. J'ai pensé vous connaissez peut-être cette fameuse pièce de Francis Alice, quand il pousse son bloc de glace à travers Mexico. Plus il avance, c'est très physique, c'est un gros bloc. Donc c'est très différent dans ce rapport, mais en même temps c'est l'objet qui disparaît petit à petit jusqu'à fondre, devenir un petit bloc de glace qu'il pousse avec le pied.
Ça, c'était une pièce que Francis Alice avait fait en 1997. Voilà, c'est des échos qui se font comme ça. Donc là, je suis allé assez vite. Hein. Pour l'instant, c'est pour arriver à un travail qui est, je pense, un travail essentiel chez toi, c'est-à-dire dans un passage, un travail qui a aussi changé pas mal de choses ou qui a apporté quelque chose d'autre dans ton travail. C'est une pièce qui est un Kunstbau qui s'appelle Dreamer, wie tief ist die Zeit? Donc en gros, rêveur, quelle est la profondeur du temps, qui était faite en 2018. Donc c'est le Kunstbau à la Fachhochschule Nordwestschweiz, donc l'Université des sciences appliquées au nord-ouest suisse, donc sur Bâle. C'est une sculpture hallucinante. Si vous passez dans ce bâtiment, ça vaut vraiment la peine de la visiter. Je te laisse en parler directement. Ça commence avec des détails et on arrive à une sculpture avec 11 mètres de hauteur et 2 mètres de largeur. Et j'ai travaillé 4 ans là-dessus. Et elle est placée dans l'atrium de cette école qui a 60 mètres de hauteur, mais elle est assez monumentale. Si vous entrez dans cet atrium, elle est présente. Et je l'ai fait pendant la construction du bâtiment en 2017. Et qu'est-ce que je peux dire? Ouais, elle a tout changé dans mon travail artistique parce que c'était une expérience tellement forte. J'ai aussi vécu sur le chantier pendant une année, pendant toute l'année 2017. On reste dans l'ordre des images, et parce que là, j'ai prévu de vous montrer d'abord comme elle est performative, cette sculpture. Et j'ai pensé de vous montrer ça. C'est une image qui a été publiée dans le journal après la visite du Bundesrat. Donc c'est Madame Sommaruga qui a visité l'école, et l'image dans le journal était ça. Ce que je trouvais très très intéressant, qu'il y a aussi ce besoin ou cette envie de toucher cet objet, d'aller proche et vraiment de mettre les mains et de sentir les différences entre, par exemple, cette pierre volcanique avec le béton, le bois, le métal. Donc j'ai travaillé avec les matières premières et le béton. Si vous êtes proche, elle est vraiment monumentale. C'est 11 mètres, c'est haut. Et vous faites connaissance comme ça. Ensuite, vous allez peut-être vous promener sur ces escaliers qui l'entourent. Et de premier étage, elle a l'air déjà un peu plus en distance, plus visible comme ça, comme objet. Après, vous êtes toujours sur le premier étage, mais de l'autre côté, vous vous rapprochez. Et ça, c'était un fait ou une donnée très importante. Je savais que les gens se promenaient sur ces escaliers, et je savais que les personnes peuvent voir les détails même en montant. Donc c'est pas seulement en bas, c'est pas seulement la base qu'on peut toucher et voir tous les détails que j'ai travaillé là-dessus avec beaucoup de précaution, mais aussi dans les hauteurs, on peut aller très proche. Ensuite, si on est au deuxième étage, on prend de nouveau pour plus de distance et l'objet devient plus petit. On a une autre relation. Et encore plus haut, sur le troisième étage, ça devient une tour dans la tour. Et on a la vue sur le top, qui est aussi une partie importante, parce que vous voyez, la coupe, elle est différente.
vous avez une coupe transversale au côté qui parle d'une ouverture, d'une surface ouverte, mais le top, c'est vraiment, c'est quelque chose c'est une ouverture différente qui nous parle, qui nous dit que l'objet a été fait ici, sur place, sur le chantier. C'est pas une sculpture transportée, c'est pas une rock sculpture, c'est une sculpture performative d'ici. Tu veux rajouter quelque chose ou je continue avec le processus? Alors, l'idée pour cette sculpture est déjà plus ancienne. Elle m'est venue aussi lors d'un concours Kunst am Bau, mais 10 ans avant. Et j'ai pas gagné le concours, peut-être heureusement, parce qu'autrement celui-là n'existerait pas. Mais j'ai quand même fait une sculpture. Voilà, c'était 2009, c'était la première sculpture qui s'appelait à ce moment-là encore Nougat, bloc, et elle a été faite pour l'extérieur, pour l'exposition Utopics qui était à Vienne à ce moment-là, l'exposition de sculpture à Vienne. Pour faire cette sculpture, j'avais collectionné, comme j'ai dit, des matières premières et j'ai fait un trou dans la terre en mettant toutes les matières dedans et elle a été présentée dehors. Donc ça veut dire le temps et les tempéries ont travaillé avec moi et la sculpture a beaucoup changé. Ici à Vienne. Après, elle a été transportée au MUI, au parc de la sculpture de la galerie Mitterrand, dans le Midi, où elle est dans un climat méditerranéen qui a fait qu'elle a encore plus changé. Donc, ce processus qui est dans la matière, ça c'était tout le début de ce travail. 10 ans plus tard, j'étais invitée pour cette université, donc pour dedans. Et ça a changé un peu mon approche. La composition est devenue beaucoup plus importante qu'ici, où vraiment le processus, le changement était le plus important. Et, mais le début, c'était la même chose. Pendant une année, j'ai collectionné mon matériau, des pierres, du bois, et des métaux. Voilà. Ouais, c'était beaucoup de matériel, donc c'est je suis même allée dans la montagne pour aller chercher de hertz, du métal. La logistique était très très importante parce que pendant cette année, j'ai dû stocker tout mon matériel. Mais ce qui est pour vous peut-être intéressant, c'est que moi j'ai touché chaque objet au moins 3-4 fois, parce que je l'ai trouvé, je suis allée dans les carrières, dans les forêts, j'ai parlé avec des forestiers pour vraiment faire un choix qui me convenait. Je choisissais chaque objet par rapport à sa matérialité, à son esthétique aussi. Après, on a tout emporté au chantier. Voilà, c'est une vidéo, s'il vous plaît. Il faisait froid, c'était janvier, il y avait de la neige et j'ai dû faire de l'ordre là avec tout ce que j'ai apporté. Pour savoir ce que j'ai en fait pour ensuite pouvoir faire la composition. Et c'était mon échafaudage et le béton à côté.
Et le premier moment, quand je suis entrée dans cette petite tente qui me mettait un peu à l'abri par rapport au reste de ce chantier immense, j'ai regardé vers le haut et je me suis dit, bon, est-ce que je vais arriver à tenir, à finir ça? Oui, donc j'ai composé, moi j'étais au centre et j'ai composé avec ces matériaux depuis l'intérieur et j'ai coulé le béton. Et déjà pour trouver le béton, c'était très long. J'ai fait des essais pour finalement arriver à une sorte de béton qui n'existait pas encore, qu'on a produit spécialement pour cet objet parce que je voulais qu'il soit clair, qu'il soit très fin et on peut le couler parce qu'il doit aller dans les petits endroits sans vibrer. Ça, c'était très important. Voilà, ici on voit un peu la manière comment je travaillais. Moi au centre, mes assistants autour, et moi je pointais vers les objets que je voulais mettre. Et je dois dire, c'était un travail magnifique. Je pouvais, je sais pas, peindre ou avec ces matières, les choisir, les changer, les fixer, des fois pour un tronc de 80 cm. Ça nous a pris une journée pour le bien poser, fixer. Ça, c'est une petite vidéo. Ça, c'est le béton dont j'ai parlé. Ça, c'est l'image du matin après. Donc, je revenais et je retrouvais comme la page blanche, le papier blanc, pour recommencer de nouveau avec une nouvelle composition. Et ouais, de toute façon, je devais toujours m'imaginer la vue de l'extérieur. Donc, je travaillais depuis le centre et j'ai dû m'imaginer, après, on va voir l'autre côté de la matière. Et pour ne pas me perdre complètement, j'ai fait une notation, mais après avoir posé les objets. Donc, j'ai pas une esquisse où comme toujours, je ne fais pas un travail préalable pour savoir ce que je vais faire. Donc, ça se développe très instantanément. Mais pour savoir où sur les 11 mètres j'ai mis le tronc de 80 cm de diamètre, j'ai fait cette notation pour avoir un peu la composition dans l'ensemble. Et ensuite, la deuxième étape, donc j'ai construit pendant 4 mois. Ensuite, l'entreprise Diamantbohr est venue. C'est une entreprise qui, normalement, travaille pour démolir, donc pour défaire le béton. Ils n'ont jamais travaillé à vue. C'était la première fois. Et ce monsieur-là, il a travaillé avec moi pendant 6 mois. On ne s'y attendait pas que ça dure aussi longtemps, mais ils se sont donné de la peine. Ils ont vraiment fait un travail magnifique, mais moi, j'étais là tous les jours, parce que si je ne le contrôlais pas, il allait beaucoup plus vite. Mais oui, c'était important. Et oui, c'était vraiment chaque fois une aventure quand on a descendu une pièce. Donc on a coupé 16 cm de chaque côté
Et après 1,20 m, on a fait une coupe transversale et on a descendu les pièces ici dans cet espace. Et ça sont les pièces, il y a deux formats, ça c'est le petit, et ensuite ces pièces sont allées ici par exemple dans la galerie Mitterrand à Paris. Là, on arrive à un autre chapitre. Je te donne la parole. Oui. Donc vous l'avez compris, il y a la pièce que vous pouvez voir, donc, si vous allez à Bâle, hein, qui est extraordinaire, cette énorme colonne, donc faite puis découpée, donc les tranches qui font ressortir les éléments de l'intérieur. Donc de nouveau, tu es dans une situation où tu ne sais pas vraiment, en fait, qu'est-ce qui va arriver. Ça se découvre au fur et à mesure que ça se fait. Donc je trouvais aussi très beau quand tu as juste cité la pièce Nougat au début, qui est au nuit. Tu me disais que c'est une pièce où en fait les parties en bois ont été attaquées par les insectes. Donc il va y avoir des trous en fait qui vont arriver à l'intérieur de cet élément en béton. Vous pouvez en voir dans les éléments comme ils sont en exposition, en sculpture ici à la galerie Mitterrand. Il y en a aussi une, sauf erreur, qui est à Soleure. Ça fait partie de la même série. Donc, vous allez au Kunstmuseum de Soleure, c'est dans le parc à l'extérieur. Il y a une plaque comme ça, coupée avec ces éléments en bois à l'intérieur. C'est surtout le bois qu'on voit ressortir, mais il y a aussi les pierres qui ont été coupées avec cette coupe transversale où on entre. C'est comme si on entrait quelque part dans la terre, comme si on coupait la terre en fait avec une scie. Peut-être qu'un jour quelqu'un le fera, de couper la terre, le fameux ascenseur qui traversait notre terre. On le verrait de l'intérieur, comme ça, la terre. C'est des strates du temps, mais d'un temps artificiel, puisque tu l'as composé. Je ne sais pas s'il y a d'autres images de cette pièce, ou si ça passe à la suivante. La pièce jumelle. Voilà. Ah, celle-ci. Ouais, voilà, celle-là. Donc il y a une pièce jumelle quelque part. C'est Sky, qui a été faite en 2019, donc une année après. Enfin, la réalisation de la première a pris une année, mais elle s'est terminée en 18, celle-ci est en 19. Donc c'était une exposition d'art à Wuzhen en Chine, où tu as réalisé cette grande sculpture qui est aussi une colonne qui, elle, n'a pas été coupée. Donc il y a un autre rapport, mais la base est la même. Oui, c'était vraiment juste après avoir travaillé aussi intensément, aussi longtemps sur ce projet. J'étais invitée pour l'exposition, la biennale à Wuzhen, et j'ai travaillé avec un arbre qui a déjà été coupé, un arbre de la région. Wuzhen, c'est une ville proche de Shanghai. En fait, j'ai créé comme une sorte de manteau ou de forme en béton autour de cet arbre. Je le laisse pousser un peu en dehors, et ça donne une relation entre l'arbre qui était quand même un être vivant en fait, et cette couche de béton qui est autour. Et de nouveau, on a cette ambivalence entre est-ce que l'arbre est enfermé et il est plus vivant, ou est-ce qu'il est soutenu par ce manteau. Il y a ces deux possibilités de voir cette pièce. Est-ce que l'arbre est en train de se libérer et de déchirer ce béton, ou est-ce que le béton donne une forme pour soutenir? C'est une pièce temporaire ou une pièce qui existe toujours? Elle existe toujours, elle est
permanente, elle est restée en Chine. Et c'était très intéressant comme le public en Chine a réagi très très fort par rapport à cet arbre, qui est un symbole pour eux fort. Et ils étaient très perturbés, mais très ouverts et intéressés par cette proposition. Donc voilà, donc après, vous pouvez prendre un avion, puis aller à Shanghai, un petit saut à Wuhan. Bon, on va revenir pour terminer, parce qu'on a dit qu'il ne faut pas faire trop long non plus. Donc on va aller vers quelques performances plus physiques directement. Donc c'est la performance Zeinen, qui a été faite au Beaune Performance Art Festival. C'est un festival de performance qui se passe à Berne. Donc ça, c'était en 2018. Donc une performance où tu travailles avec des sangles. Tu en as fait, d'ailleurs, la pièce que tu as faite à Paris en 2015 était aussi avec des sangles. Peut-être vous voyez que justement après le Vitifiziteit, c'était peut-être un peu mon état aussi en moi, cette ambivalence entre vouloir me libérer de ce travail qui était tellement intense pour ma carrière artistique, pour ma pensée artistique, et trouver des nouvelles pistes ou être à la recherche d'une nouvelle approche. Donc c'est l'arbre qui était figé dans le béton, mais là aussi c'est mon propre corps. Donc je tiens une corde dans ma main gauche. Elle va pour un 8, comme on utilise pour faire la montagne. Et la corde revient, elle va autour de mon ventre et elle va sur l'autre côté dans le 8 et elle revient dans ma main droite. Donc ça veut dire je tiens la corde dans mes mains. C'est pas une situation complètement désagréable, c'est moi l'auteur de la situation. Et mais je suis quand même assez rigidement prise dans cette corde et je dois trouver la solution comment bouger. Donc si je commence à tirer, à bouger vite, ça m'étouffe. Mais si je commence à travailler avec le souffle et je bouge très très lentement, je trouve la manière d'aller de gauche à droite. Et non, attendez. Vous voyez, voilà. C'était le mouvement. Donc, oui, cette position debout du dreamer est revenue dans les travaux qui sont venus après, comme Sky et Seinen aussi, cet individu seul dans l'espace qui essaye de rester debout, le dreamer sans squelette, sans peau, et ici à l'aide de cette corde que je tiens dans mes mains. Alors je trouve que dans plusieurs de tes performances, tu te retrouves, t'es tenue, t'es prise comme tenue dans une prison, on pourrait dire, qui est soit physique à travers des cordes, ou on l'a vu dans Sauvé avec la robe que tu as cousue autour de toi, par exemple. Et là, sur les deux dernières pièces dont je voulais parler, il y a cette forteresse. Donc Forteresse, c'est une pièce qui était réalisée pour ce projet que je vous ai dit, Performance Process, c'était au musée Tinguely en 2017. Et ça revient aussi sur cette idée de la performance qui se rejoue, puisque en discutant avec Katia, on avait découvert, entre autres, une performance dont on se rappelait, qu'on avait vue en 2011 à Genève, au bâtiment d'art contemporain. Et on t'avait demandé, est-ce que tu serais d'accord de la refaire? C'est une pièce assez importante qui demande quand même beaucoup d'énergie, de temps, de matière. Et on l'a proposé au musée Tinguely qui a dit d'accord. On avait un temps assez long pour construire l'exposition. Donc tu as préparé cette longue pièce qu'on voit là, dans un état, donc en terre. Et puis tu l'as performée au vernissage avec le public qui pouvait voir la performance.
Oui, j'ai construit la forteresse justement en terre que j'ai préparée aussi moi-même. C'est une terre très spéciale. Avec le public, donc je suis entrée dans la forteresse depuis le haut et le public m'a trouvé en entrant dans la salle déjà dedans. Donc ça, c'est le début de la performance. Et le public, au début, avait une certaine distance et voyait l'objet que vous venez de voir. Et moi, à l'intérieur, j'ai pris ce fil qui tournait comme une spirale autour de l'objet et à la fin, en bas, il perce la terre et vient à l'intérieur. Et moi, j'ai tiré et de l'extérieur, ça faisait le dessin que vous voyez ici en bas. Donc j'ai tiré et la spirale, et le fil est entré en fait dans la forteresse et a coupé les murs. Et ça a donné à la fin une image comme ça, donc très très géométrique à l'extérieur, et à l'intérieur on voit beaucoup plus les traces de la performance, de mon geste de tirer ce fil. Et ce qui m'intéressait beaucoup avec cette opportunité avec le musée Tinguely, c'était la pièce, elle restait pendant l'exposition, la terre séchait, ici c'est déjà l'état pendant l'exposition, et après l'exposition, j'ai cuit cette terre dans le four, et c'est devenu un objet, je crois que c'est un des plus grands objets en céramique qui ont été produits en Suisse. Ça a été fait à Saint-Gall, la cuisson ou... Non, à Basel. Ah, Muschelsheim. C'est vraiment une pièce impressionnante, donc c'est comme un fil à beurre, on dirait, mais en fait c'est extrêmement physique, hein, parce qu'il fallait traverser cette épaisseur de terre, donc avec cette situation aussi étrange de la forteresse, parce que tu étais prisonnière à l'intérieur du puits, quelque part, et le public qui te voyait de dessus. Donc c'était une scène très, très, très prenante, très, très forte comme ça. Et de forteresse, on va finir avec ta dernière exposition, qui est House, qui s'est passée, donc qui vient de se terminer à la galerie Luna Ferrari à Bâle. À Zurich, pardon, à Zurich, excuse-moi. À Zurich, donc on va directement aller dessus. Le making-of de cette sculpture House.
avec cette technique, en roulant la pièce ou aussi avec le marteau, j'essaye de faire d'amollir cette matière dure. Et on peut la voir des deux côtés. Donc d'une côté, on a le contre-jour qui fait que la tenue est encore plus précaire. De l'autre côté, où la surface ressemble plutôt à une céramique et est plus lisse. Et on revient vers la boule. On a fait le tour. Bravo. On m'avait demandé 1 heure. On a fait 1 heure. Ouais, c'est génial. D'ailleurs, on n'a pas senti le temps. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'était passionnant. Vraiment, merci une fois. Bonjour, merci pour votre présentation. Les vidéos que vous faites font partie intégrante de l'œuvre? Oui, les vidéos, comme on a vu le making-of, oui, c'est une partie, mais c'est clair, c'est un documentaire. Mais je fais aussi des vidéos qui sont des vidéos. Mais là, je les vois comme documentation du processus, mais c'est une partie très très importante. Et je les expose aussi. En même temps que la sculpture? Non, pas forcément. Ça dépend chaque fois du cas. Donc je choisis chaque œuvre et pour chaque exposition, je choisis de nouveau si je montre que l'objet ou l'objet avec des photos ou l'objet avec des dessins préalables ou avec la vidéo. Ça dépend vraiment de la situation, du contexte. Les vidéos vous appartiennent, pas la galerie? Tout appartient à moi. Merci beaucoup.